Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orange Grenadine, le podcast où l'on parle entrepreneuriat, carrière et IT. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benoît Fuseau, RSSI de la CASDEN, ancien président du CLUSIF et aussi formateur dans différentes écoles. Il a un parcours atypique de la finance à la cybersécurité, il va nous raconter tout ça aujourd'hui. Bienvenue Benoît. Merci Fabien, merci pour cette invitation. Je t'en Très prie. content d'être là. Moi aussi, je suis content de te recevoir. En quelques mots, tu peux nous raconter ton parcours. Je sais qu'il a été pas forcément linéaire dans l'IT. J'en ai parlé en introduction. Où est-ce que tu es issu de la finance initialement? Je te laisse la parole pour nous décrire un peu qui tu es et ce que tu fais. Merci Fabien déjà. Et oui, j'ai un parcours atypique parce que moi je viens du monde de la finance, comme tu l'as dit. J'ai fait une école de commerce option finance. Et en 96, donc maintenant ça fait 30 ans, je me retrouve RSSI dans une banque. Et comme tu l'as signalé, j'ai été pendant 3 ans le président du CLUSIF et je donne des cours en cyber. Donc je pense que c'est un bel exemple pour dire que tout est capable dans ce milieu. Donc c'est ça qui m'avait aussi intéressé de discuter avec toi sur ce parcours pour montrer aussi à tous les jeunes et les jeunes femmes que tout est possible. Il suffit juste de le vouloir. Donc, j'ai commencé mon parcours dans une PME où j'y suis resté 17 ans. Donc, aujourd'hui, on appellerait ça une start-up parce on était 8 quand je suis rentré. Ouais, effectivement. Je suis reparti, on était 850, croissance sur 11 pays européens. Je suis parti monter une plateforme à l'île Maurice pendant 1 an où on est passé de 0 à 150 personnes, donc, qui était l'objectif d'être un back-office. Et cette structure faisait de la location financière. Donc, on achetait de l'argent en gros, on le revendait au détail. Et on s'est servi de l'île Maurice parce qu'il y avait très peu de décalage horaire pour faire de la saisie de contrats, répondre aux services clients et faire du recouvrement là-bas avec ces 2 heures de décalage horaire et cette capacité de répondre anglais et français, même si ce n'est pas toujours parfait, mais le rapport qualité-prix est là. Et donc ça a aussi changé ma vie parce que la perception du mot production sur une île, où on n'a pas tout à fait la même vision que l'Europe. La notion de productivité, tous ces mots-là sont un peu des gros mots là-bas, si je peux me permettre, même s'ils sont tous envieux de nos vies. Et nous, on est tous envieux de la leur. Ouais, c'est clair. Et en plus, on peut se dire, Maurice, quand je disais je bosse à l'île Maurice, on me dit tu bosses parce que c'est pas forcément l'image, mais il faut savoir qu'il y a des grosses plateformes d'offshore, de très grands groupes aussi, qui se sont installés là-bas parce que justement, anglais, français, peu de décalage horaire. Un pivot politique aussi, enfin géopolitique, géographique. Exactement. Et puis, c'est encore une démocratie, donc c'est aussi un pays qui était assez stable, donc avec beaucoup d'accompagnement sur les sociétés qui permettent d'investir là-bas quand ils font du commerce à l'étranger, à l'extérieur de l'île, quoi. Okay. Et donc voilà. Et donc je suis rentré à la CASDEN après cette expérience de 17 ans, donc ça va faire maintenant un peu plus de 12 ans que je suis RSSI à la CASDEN. Et quand j'ai pris cette fonction de RSSI, je ne connaissais rien à la cyber, mais vraiment rien. Donc c'était un peu un challenge. Je me suis posé des milliards de questions. Challenge. L'avantage, c'était il y a 10 ans, donc forcément un peu le début de la cyber. Moins d'écoles, donc moins de concurrence, moins connu un peu plus. Et moi, ce qui m'avait surtout un peu impressionné, c'est surtout cette notion de secret. Je m'étais dit, ça doit être un monde austère, un monde un peu... personne se parle, des barbus. Et en fait, pas du tout. J'ai rencontré des gens passionnants, passionnés, inspirants, une communauté de dingue. Maintenant, je pense que j'en connais une grande partie de cette communauté et je les remercie tous parce qu'ils m'ont fait grandir, m'ont donné plein d'espoir et puis... on le verra aussi, m'ont inspiré et j'ai voulu essayer à travers cette présidence du CLUSIF de faire un peu bouger les lignes et d'être un peu inspirant à mon tour, peut-être un peu trop. Mais bon, voilà. Mais je continue toujours cette expérience avec une grande volonté. Et je pense qu'on y reviendra, mais avec une grande volonté, c'est de sortir de cet entre-soi. Et surtout, j'entends tous les jours, il faut se rapprocher des métiers. Donc, OK, ça c'est super, c'est pragmatique, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et aujourd'hui, à part faire des événements entre nous et se dire, ah ouais, c'est bien, il faut que je me rapproche des métiers, je n'ai pas trouvé encore
de façon de pouvoir vraiment pousser ça, évangéliser les personnes, etc. mais vraiment sur ces fonctions-là. Mmh. Et donc là, dans ces nouvelles perspectives, après cette présidence, l'idée, c'est aussi de passer à autre chose et de m'orienter vers de nouveaux horizons et peut-être de rejoindre une association justement qui s'occupe des administrateurs de PME et d'ETI pour justement rentrer un peu plus vers des décideurs et des gens qui prennent des décisions et qui influent sur la stratégie de l'entreprise. D'accord. Et je rappelle qu'on finance une thèse à la CASDEN et le thème de la thèse, c'est comment les indicateurs cyber peuvent changer le comportement, et je parle bien du comportement du middle management. Parce que justement, cette appétence au risque, et j'espère qu'on aura aussi l'occasion, même si le temps presse, mais l'occasion sur la perception du risque cyber. Qu'est-ce que c'est le risque cyber ? Et aujourd'hui, dans notre communauté, je considère qu'on a un petit sujet, c'est que le risque cyber, on n'a pas tous la même définition. Et je pense que dans notre entre-soi, si on n'a pas tous la même définition, comment on peut aller l'exprimer à l'extérieur ? Et donc ça, c'est un sujet aussi qui m'anime. Et donc tous ces sujets de perception, de mise en mouvement, parce que c'est bien beau, et on le voit bien, nous, avec toutes les campagnes de phishing qu'on peut faire, qu'est-ce qui fait changer vraiment le comportement de la personne ? Notamment au niveau bancaire, je pense que au niveau dans les banques en général, je pense que vous êtes les premiers touchés. Enfin, vos clients sont les premiers touchés par le phishing pour récupérer des données bancaires. Je ne sais pas si on est plus touché que les autres. Je sais pas. Le mot banque, de toute façon, fait rêver parce que c'est l'argent. Mais je pense que les attaquants n'ont pas trop d'état d'âme. C'est que dès qu'ils peuvent faire de l'argent, ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Et ils ne cherchent pas trop. Alors, banque est une opportunité. Et surtout maintenant, avec tous les moteurs d'IA, de chatbots qu'on peut avoir, de mots-clés. Le mot banque fait partie des mots-clés sur ces choses-là. Et quand on voit tous les hôpitaux qui se sont fait attaquer, ce n'était pas forcément spécialement aussi pour l'argent, mais c'est parce qu'ils avaient de santé, etc. Des problèmes d'investissement et de mise à niveau. Quoi. Ok. Merci Benoît pour cette introduction. Du coup, on a compris 3 casquettes, enfin 3 rôles majeurs sur ton cursus. Moi, je voudrais revenir juste sur la partie CASDEN. Tu as parlé de la thèse très intéressante. Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, justement, donc on est en train de tester un artefact, donc un outil qui permet. Donc on s'est orienté vers un outil avec Power BI et on s'est orienté. Donc parce que la thèse maintenant elle date de 2 ou 3 ans et donc elle a commencé à bien avancer et la personne qui suit ça, elle fait des interviews et on voit aussi l'évolution. Et on se sert en fait de la notion du cyberscore. C'était quelque chose avec qui j'avais discuté avec une parlementaire, puisqu'il y avait eu un décret qui avait été proposé. Oui. Il n'a jamais vu le jour. Non, parce que je pense qu'on a mélangé souveraineté, sécurité, enfin on a mélangé plusieurs concepts. On a voulu faire beaucoup de choses avec cet indicateur. Ouais. Et en fait, on s'est un petit peu, je pense, fourvoyé et trompé. Mais j'ai trouvé que le concept en termes marketing, et tu vois, c'est là où justement cette école de commerce revient, exactement. On est tout le temps en train aujourd'hui de se scorer et dans tous les domaines. Et j'ai trouvé ça assez inspirant parce que justement, je donne au comité de direction toujours la même chose. C'est que quand tu veux travailler ton body summer comme le mien, tu vas manger du A et du B. Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'était de dire, dans la barre chocolatée, quand tu vas dans le rayon, tu vas choisir le A et le B, comme tu dis. Mais si tu prends du C, je ne vais pas t'interdire. Je vais te dire, c'est pas bien pour ton corps, mais tu vas pas avoir d'interdiction. Et j'ai trouvé que ce concept était assez intéressant par rapport à notre concept sur la conception du risque cyber. C'était de dire aux dirigeants, vous voyez, votre application, elle peut avoir une mauvaise note, mais je ne vous interdis pas de l'utiliser, mais sachez qu'elle peut avoir un incident à n'importe quel moment, mais vous en avez bien conscience parce que vous choisissez qu'elle reste en D. Ouais, c'est vraiment le concept d'évangélisation. Exactement. Comment faire parler une application et la criticité de l'application au grand public. Exactement. Et donc, c'était vraiment ça le concept et j'avais trouvé ça intéressant. Et d'ailleurs, on le voit quand on commence à vulgariser, quand on commence à parler financier. Et donc là, on développe un deuxième outil dont je te parlerai tout à l'heure sur justement cette perception du risque avec un framework qui s'appelle le MITRE ATT&CK, mais tout le monde prend le MITRE ATT&CK pour composer. Et en fait, parce que j'ai rencontré aussi des gens inspirants, comme je t'ai dit, dans cette communauté, et je voudrais remercier d'ailleurs Eric Vautier, le RSSI de ADP, qui est pour moi un grand maître, et puis le RSSI de Sanofi aussi, qui est aussi quelqu'un de très inspirant, qui prennent le temps et de travailler des concepts et aussi d'écouter et de challenger.
Et donc, avec mon ami Eric, on aime bien se challenger un petit peu et réfléchir justement à ces notions-là. Et donc, on a travaillé conjointement ensemble, avec un peu chacun de notre côté. Et puis après, de temps en temps, on se regroupe pour confrontation des idées, confronter etc. des idées. Le brainstorming. Exactement, quoi. Ok. Et donc, l'idée, c'est là de dire, aujourd'hui, on va se confronter un peu à la finance. Tu vois, aujourd'hui, on arrive pour moi à une phase où les grands groupes ont investi beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tous les autres domaines, quand on est dans le top 3 des budgets, alors on se fait challenger par la finance, la direction financière. Et donc, il faut se préparer. Et je pense que nous, RSSI, on n'est pas suffisamment préparés à ça. Et aujourd'hui, on avait tendance à dire « Oh, salut, en fait, j'ai besoin d'une nouvelle solution. Là. J'ai Fabien, il m'a proposé 3 solutions. Là, il faut les mettre en œuvre. Ok, tu me fais une petite ligne sur mon budget. » Et puis là, ça tombait, quoi. Et là, on voit que maintenant, c'est bien plus compliqué. Et donc, il faut travailler. Alors, le ROI, c'est un sujet dans notre domaine et on a du mal à le percevoir et à l'expliquer. Et donc, avec Eric, c'est lui qui a été à l'initiative et que j'ai essayé d'approfondir d'une certaine façon. C'était de dire aujourd'hui, moi, je suis sur un petit périmètre. Les Casden, c'est 500 personnes, un millier de serveurs, donc ça reste encore à taille humaine. Et donc, je me suis servi du Mitre, mais de l'autre côté, en prenant en fait toutes les mitigations. Donc, il y en a 43. Et donc, avec ces mitigations, on a été challenger nos experts techniques en cyber pour leur dire, cette mitigation, quel outil tu utilises, quel est le budget que tu utilises, à la fois en build et en run, le temps que tu passes, et ensuite, tu vas me donner une note. Une note de 1 à 10. Comment tu perçois? Est-ce que pour toi, cette mitigation, on est bon, on n'est pas bon, etc. Et donc, avec tous ces éléments-là, déjà, ça m'a permis d'aller voir si on utilisait tous les outils, si on les connaissait. D'accord? Donc, comme ils m'ont fait l'inventaire, la première chose que je suis allé voir, c'est la personne qui s'occupe des budgets. Et je lui ai dit, tu me sors tout le budget des outils de sécurité. Et là, première question déjà qui s'est posée. Qu'est-ce que c'est un outil de sécurité? Et là, on a des vrais sujets. Est-ce qu'Office 360 rentre dans les outils de sécurité? Est-ce que l'authentification rentre dans les outils de sécurité? Est-ce que l'authentification rentre dans les outils de sécurité? Donc, ça nous a aussi permis de nous questionner un petit peu aussi sur ce que l'on mettait dans les outils de sécurité. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est aussi de voir le montant, en fait. Parce que là aussi, on est challengé. Alors nous, dans la banque, dans les assurances, on est challengé par tous les audits, etc. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont aussi challengés par leur commissaire aux comptes. Et quand on leur dit c'est 5% du budget de la DSI, ok, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors moi, j'ai une question là-dessus. Le RSSI doit-il dépendre de la DSI? Alors ça, c'est un autre sujet. Je vais juste finir, mais une question très intéressante, parce qu'on a eu le débat, nous, à la banque, donc je vais essayer de t'éclairer avec ma vision sur ce sujet-là. Mais juste pour finir, c'est que déjà, ça m'a permis de démontrer aussi le montant que l'on dépensait pour la sécurité. Parce que pas beaucoup de RSSI aussi font. Tu vois. Et donc là aussi, moi, j'ai questionné à la DSI, est-ce que vous savez combien on dépense dans les outils de sécurité? Ça n'a pas été un moment facile pour eux. Voilà. Donc ça permet aussi de mettre en perspective et de mettre des vrais chiffres. Et dans ce bilan, on s'est aperçu qu'il y avait 2 outils qui n'avaient pas été cités par les experts. D'accord. Alors, il y en a un, c'était un oubli, mais il y en a un, il n'avait jamais été mis en production. Ah oui, parce qu'on empile des solutions. Ouais. Et donc, l'idée aussi de ça, à travers, pour juste finir, c'est que l'idée, c'est aussi de construire sa stratégie. Parce que du coup, avec les mitigations, je remplis ma matrice Mitre et je dis, là, je suis bon ou je suis pas bon. Et du coup, ça change aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous les pentests qu'on faisait et où on laissait l'auditeur décider, là, maintenant, je lui dis, moi, tu me testes ce scénario parce que là, on m'a dit qu'on était extrêmement bon. Parce que tester des choses là où je sais que je suis mauvais, ça n'a pas de grand intérêt. D'accord? Sauf peut-être à faire du blue team, du purple team pour faire de l'amélioration, vérifier pourquoi on ne détecte pas, etc. Ouais. Mais c'est un autre sujet. Mais par contre, là où on est bon, c'est de vérifier qu'on est vraiment bon. Ouais. Et donc, d'orienter, en fait, justement, les choses. Et ensuite, pourquoi je parlais de la finance, c'est que maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Oui. Donc, tu prends tous les outils, tu leur fais injecter à l'intelligence artificielle toutes les notices. Là, il va te dire, tiens, cet outil, il fait 2 choses. Et donc, il faut anticiper, selon moi, cette chose-là. Pour dire au DAF, tu vois, pour mon budget 2026, là,
J'ai 40 outils aujourd'hui. Sur ces 40, je sais que sur certaines mitigations, j'en ai 3 ou 4. Et donc là, je sais qu'il y en a un que je vais pouvoir décommissionner. Donc je ne veux pas forcément que tu m'augmentes mon budget, mais je veux que tu me maintiennes parce que là, je vais décommissionner pour réinvestir là, pour pouvoir progresser dans ma maturité. Et donc du coup, tu vois, là, quand on a présenté ça au comité de direction, on n'a jamais eu autant de questions. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé leur langage. Ouais. On a parlé d'argent. On a parlé finances. Ça te permet de construire ta roadmap sur du court, moyen, long terme. Exactement. Voilà. Et donc, la combinaison entre les indicateurs, les applications qui sont critiques pour la banque avec ce score, plus justement cette matrice avec les mitigations pour construire la roadmap, on arrive à faire monter la maturité du conseil d'administration, qui me semble assez intéressante comme piste. Et je sais que plusieurs RSSI aussi réfléchissent sur ces stratégies. Et à travers le CLUSIF, on a monté un groupe de travail. C'est mon adjoint qui mène ça pour justement se challenger par rapport aux autres, parce qu'on considère qu'on n'a pas la science infuse. Et plus on va le partager, pour pouvoir, nous, entre RSSI aussi, se comparer. Parce que nos responsables adorent se comparer. Et donc, cette notion de Nutri-Score était aussi un moyen de se comparer entre nous, dire voilà combien j'ai de A, combien j'ai de B, etc. Ouais, forcément. Voilà. Donc, du coup, tu as parlé finance. Je vais enchaîner sur une question que je vais te poser plus tard, mais c'est pas grave, je vais la poser maintenant. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que vers 2030, 80% des RSSI vont devoir justifier leur investissement et montrer en fait ce qu'ils ont réussi à faire et montrer une sorte de ROI en fait. C'est quoi ton regard sur ça et comment toi tu penses pouvoir montrer ce ROI ? Alors j'entends, il y a le Nutri-Score, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi qui va permettre de donner un ROI à la sécurité ? Parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne voit pas pour moi. Non, on ne le voit pas et justement moi je dis toujours il y a 2 tableaux de bord. Il y a le tableau de bord sapin de Noël pour montrer justement tout ce qu'on fait mais qui n'est pas visible. Et tu sais, moi, j'ai un ancien contrôleur de gestion, tu vois, là encore une fois, la finance me sert, qui me disait tout ce qui ne se mesure pas n'est pas visible. Et donc, l'intérêt des KPI, l'intérêt justement de montrer, et c'est pour ça que cette matrice de Mitre Attack, même si elle est très technique, quand on l'a présentée, en fait, on a complètement vulgarisé et on leur a expliqué le concept. Souvent, nos dirigeants sont quand même des gens qui sont extrêmement intelligents, donc ils n'ont pas de problème pour se projeter. Et en fait, on annule toute cette partie technique en leur montrant justement pourquoi et la démarche. Et encore une fois, c'est pour ça que cet intérêt, et je te rejoins, et moi je pense que c'est avant 2030 que ça va arriver, ça. Je te dis, l'IA va accélérer les choses pour moi et on va être de plus en plus challengé. Les budgets sont de plus en plus importants. Le risque cyber est toujours dans le 1 ou 2e, donc obligatoirement de plus en plus visible. Les dépenses sont extrêmement importantes. Conditions financières, géopolitiques et tout ça nous incite tous à réduire les budgets. Donc, je pense que le ROI va venir bien avant. Alors, je dis, pour 80% des RSSI, ça ne veut pas dire que ça va arriver en 2030. C'est juste que ça va vraiment se généraliser d'ici 2030. Ouais, mais je pense que, je pense que ça va se généraliser bien avant. Et on le voit à 2 niveaux. Le nombre de solutions qui n'a pas arrêté d'augmenter. Là, c'était il y a 2 dernières années. Je sais pas combien, ça fleurit de partout. Il y a je ne sais combien de startups. Je sais que tu as reçu Aurélie de Cybergo, une très bonne expérience, mais il y en a beaucoup. Je crois qu'ils ont un projet de 8 ou 10 startups. 10 startups d'ici 2030. Voilà, donc on voit bien le dynamisme de ce marché, mais à un moment, je pense qu'il va y avoir une concentration. Et eux aussi, il va falloir qu'ils démontrent les choses. Et nous, encore une fois, on ne va pas pouvoir continuer à empiler des solutions. Et donc, le ROI sera peut-être une présentation un petit peu différente de ce que l'on a l'habitude aussi de présenter. Il y a aussi une question de souveraineté dans la multiplicité du nombre de solutions. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire avec beaucoup d'entreprises qui viennent d'Israël, qui viennent des États-Unis, mais très peu France. France ou Europe. France ou Europe, très très peu. Et aujourd'hui, je pense qu'Aurélie, elle intervient dans ce contexte-là aussi de souveraineté où elle va ramener des startups qui vont permettre aux pays européens d'avoir des outils européens. J'espère. Je suis assez inquiet. Tu vois, pendant ma présidence du CLUSIF, je me suis beaucoup rapproché aussi des parlementaires parce que je pense qu'on a un rôle à jouer aussi en tant qu'association pour se rapprocher et leur expliquer aussi le marché, les choses qui arrivent vraiment. Et je pense que
le fait aussi que je sois dans une petite entité d'un grand groupe, c'était assez intéressant pour moi parce que ça représentait aussi pas mal de PME et d'ETI. Ouais. Parce que bon, quand on est dans un grand groupe, on perd un petit peu cette notion de mettre les mains dans le cambouis, d'être proche du terrain. D'être un peu monsieur tout le monde. D'être un peu monsieur tout le monde, d'avoir des grands pensifs. Et pas être dans ta tour d'ivoire. Et pas dans ta tour d'ivoire, voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais apporter aussi aux parlementaires, c'était une vision justement terrain. Et c'était ça qui était intéressant avec l'Occlusif, c'est qu'on a beaucoup d'ETI et de PME, qui est quand même le tissu industriel de la France. Hein. Et donc, de leur faire montrer aussi que ces gens-là, il fallait s'en occuper. Et quand on voit des législations comme Nice 2 ou DORA, qui impactent les banques et les assurances là, pour cette partie-là, quand on voit tout ce que ça génère comme conformité, et quand on fait de la conformité, c'est lourd à mettre en place. C'est lourd à mettre en place, mais du coup, des fois, on fait ça au détriment de la sécurité. Ouais. Et je dis toujours, et je le dis à mes étudiants, ne pas mélanger conformité et sécurité. Et c'est pas parce qu'on est conforme qu'on est sécure. Et le rappeler aux parlementaires, parce qu'aujourd'hui, le nombre de législations qui est en train de se démultiplier sur ces choses-là, avec des complexités et des niveaux de complexité, et ne jamais oublier la finalité. À quoi ça va servir ? Je ne sais pas si tu t'es un peu penché sur le registre de DORA. Non, j'ai pas eu le temps. 144 éléments de composition pour composer ce registre, avec des données qui sont extrêmement techniques. Des numéros qui ne sont pas faciles, d'identification qui ne sont pas faciles à trouver. Et donc, du coup, la composition, on passe un temps de dingue à faire ces fichiers-là. Et pendant ce temps, moi, je fais moins d'accompagnement sur les métiers, je fais moins de sensibilisation, puisque je fais de la conformité. Ouais. Et donc, là aussi, pour moi, il y avait un rôle de rappeler aux législateurs de faire attention à ça. Et je vois un deuxième danger, qui est aussi que ces législations, en fait, vont peut-être servir aux Américains. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, ils ont énormément d'argent. Et tu vois, pour avoir rencontré dans le cadre de ma présidence Amazon, Google, Microsoft, ces gens-là, et surtout Amazon, avec qui on avait discuté avec la responsable juridique Monde, qui avait dit, comme mission, elle a à être conforme à toutes les législations. Et elle a une batterie de 200 ou 300 personnes pour l'aider à reconstruire ça. Ouais, une vraie équipe, conformité. Qui est Monde. Pour ça, quoi. Monde. Okay, donc on est dans un monde, dans un truc... moi, honnêtement, ça m'a très impressionné, quoi. Et donc, eux, qu'est-ce qui les intéresse ? Et si on regarde bien un peu la stratégie d'Amazon, hein, pourquoi ils ont créé une société en Allemagne, indépendante ? C'est pour être conforme à la législation française et surtout à Statement Cloud. Donc, à répondre à des appels d'offres qui sont sur la souveraineté. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi je disais que cette législation va pouvoir aussi peut-être les aider ? C'est qu'aussi, quand ils ont un discours commercial, en disant, tu sais, pour 5 € de plus par utilisateur, je te rends conforme à Nice 2 et à DORA. Qu'est-ce que tu fais en tant que dirigeant ? Je signe parce que ça me coûte moins cher, mais c'est un piège. Et voilà, et c'est un piège, comme tu le dis. Et donc, cette notion de souveraineté, attention. Moi, je dis, et je ne suis pas très à l'aise avec ce mot, je préfère aussi parler de confiance numérique, parce qu'aujourd'hui, tu prends toutes les sociétés, 95% ou même 99% ont des outils Microsoft. Donc, quand on parle de souveraineté, est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté ? C'est un vrai sujet. On peut parler de Polytechnique qui sort de l'environnement Microsoft pour partir sur de l'open source. Mais tant mieux, mais c'est combien ? C'est en plus, voilà, avec toutes les problématiques de compatibilité que ça peut emmener, etc. Donc, interconnexion avec les différents produits, etc. Et il faut les inciter, ces gens-là. Moi, je pense que voilà, on a une vraie. Mais il faut aussi qu'on soit attention. Et donc, les législations, je suis pour ces législations. Et là aussi, je voudrais aussi passer un message, mais je l'expliquerai après. Mais il faut aussi qu'on soit vigilant à ce que ça reste pragmatique et utile. C'est surtout que les législations soient utiles. Et le deuxième chose que je voulais attirer l'attention, c'était aussi justement de tomber dans ce piège et aussi dans ce discours américain que l'on entend principalement, comme quoi la réglementation est en opposition avec l'innovation. Ok ? On entend ça souvent. Je suis pas forcément d'accord, mais... Moi non plus. Mais je vais donner 3 exemples pour justement aller dans ce sens. Okay. Le nucléaire. Je pense qu'en termes de les règlements et en termes de normes, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Et pourtant, il y a plein d'innovations. Deuxième exemple, l'aviation. Pour
faire voler un avion, vaut mieux qu'il y ait quand même quelques normes. Si on peut le dire, Boeing, ils ont essayé de limiter. Ça s'est un peu retourné contre eux. Donc on voit bien l'intérêt des normes et de la réglementation. Donc quand c'est bien utilisé, et pourtant dans l'aviation, il y a aussi plein d'innovations. Ouais. Et le troisième exemple que je donnerais, c'est l'électricité. L'électricité, là aussi, il y a quand même un certain nombre de normes, de sécurité, de réglementations fortes, et pourtant il y a plein d'innovations aussi. Donc voilà, donc il faut aussi que l'on comprenne que réglementation n'est pas en opposition avec innovation, que certains grands de la tech essayent de nous faire comprendre comme quoi il faut aller dans le libéralisme absolu pour justement innover le plus possible. Je pense que c'est important de rappeler à nos éditeurs qu'il y a des alternatives, quoi. J'entends ton message, mais du coup, ça, ce sont des idées que je pense que pour lesquelles causes que tu as défendues quand tu étais président du Clusif. Tout à fait. Est-ce que tu as envie de parler de ce que tu as fait en plus au Clusif, les grands challenges auxquels tu as répondu, hormis ceux-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as défendues avec ardeur? Ouais, mon plus grand projet, et c'était déjà le président qui l'avait initié, c'était d'obtenir le statut d'utilité publique, à ne pas confondre avec l'intérêt général, donc qui est un statut qui sont fiscalement quasiment les mêmes, sauf qu'il y en a un, on dépose juste un dossier à la préfecture, et l'autre, il faut avoir un décret du gouvernement. Okay. Ça change un petit peu la donne. Un peu différent. Surtout dans un contexte politique qui n'a pas été très clair et très simple. Et donc, c'était pour moi un de mes combats, c'était d'arriver à obtenir ce statut qui est le plus grand statut des associations. D'accord. J'aime bien parler chiffres, mon côté finance. Ouais, ton côté finance, ouais. Sais-tu combien il y a d'associations en France? Pas du tout. D'associations IT ou d'associations Non, générales? global. Voilà, avec les associations sportives, les associations culturelles, exactement. etc., j'en ai aucune idée. 1 500 000 associations en France. Sans les associations, la France ne vit pas. Okay, ça pourra emmener un sujet sur les subventions, etc., mais ce n'est pas le sujet là. Combien il y en a d'utilité publique? 100 000? Non, 1838. Comme il faut un décret, en fait, là, c'est le gouvernement, et c'est une reconnaissance. Hein, et en fait, ce que c'était ce statut, c'était pour récompenser en fait, les gens qui menaient des actions. Et en fait, dans ces associations d'utilité publique, il y a beaucoup d'associations d'anciens combattants. En fait, c'était pour remercier et d'avoir une reconnaissance de l'État sur des personnes qui ont vraiment eu de l'utilité pour la France. Et donc, c'était une fierté pour moi d'avoir décroché ça parce que... tu fais partie des 0,1% des associations. Exactement. Et surtout, qu'on était la première cyber à pouvoir décrocher ça. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'être d'utilité publique, hormis la partie fiscalité pour les membres? Qui n'est toujours pas en œuvre, mais bon, bref. Qu'est-ce que ça apporte? Non, c'est surtout que ça... Donc, l'objectif de ça, c'était de faire des actions justement vis-à-vis de l'utilité publique, donc pour le plus grand nombre. Et donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est qu'on peut faire du mécénat, pas mélanger avec le sponsoring. Okay, le sponsoring, c'est que tu attends une contrepartie. Donc, une société donne une somme d'argent et elle a une contrepartie d'image, etc. Le mécénat, tu n'attends pas de contrepartie. Okay, on va citer ton nom, mais tu œuvres pour une cause. Okay, donc ça, c'est... Aux États-Unis, ils ont beaucoup ce concept de mécénat. Nous, en France, on fait beaucoup de sponsoring, pas beaucoup de mécénat, enfin beaucoup moins. Et donc, l'idée, c'était pour moi pourquoi obtenir ce statut? C'était justement pour pouvoir l'utiliser comme un vecteur financier. Donc, en fait, collecter sur cet argent pour ensuite le redistribuer sur des projets qui allaient dans le sens de l'utilité publique. Et donc, d'accompagner... je vais commencer à initier aussi des négociations avec Cybermalveillance, par exemple, pour, par exemple, diffuser des messages de sensibilisation aux personnes non-voyantes. D'accord. Donc, voilà, donc les aider à justement... aider ces personnes qui sont plus vulnérables et donc dont on ne soupçonne pas, mais qui sont des fois plus facilement des cibles pour justement des personnes malveillantes, puisqu'eux, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Alors des fois, parce que c'est des gens qui sont sous contrainte et qu'on leur demande d'avoir des résultats, sinon on menace leur famille, on leur menace leur intégrité physique. Donc des fois, ils ne font pas ça aussi par volonté, c'est aussi par obligation. Quand on voit un peu le démantèlement des réseaux de ce type-là.
Donc voilà. Donc le plus gros projet pour moi, c'était justement ce statut d'utilité publique et puis surtout aussi d'essayer de sortir de cet entre-soi qui est, pour moi, j'appelle la thérapie de groupe. Mais je pense qu'on a une mission, c'est aussi d'aller porter la cyber en dehors de la cyber, vers d'autres associations, vers justement des financiers, vers le marketing. Parce que par exemple, moi je considère que les gens qui font le plus gros nombre de mails de phishing, c'est la communication. Oui. Et oui, pourquoi ? Parce que ils n'ont pas les réflexes et qu'ils font plein de messages, ils se font aider par des web agencies qui n'ont pas non plus suffisamment de maturité. Et donc l'utilisation d'un nom de domaine, d'un lien correct, etc., souvent c'est pas très bien fait. Ouais. Et donc souvent leurs messages peuvent être interprétés en mail de phishing. Et donc il y a une éducation à faire. Et donc, pour moi, l'idée, c'était aussi de se rapprocher de ces gens-là, de se rapprocher aussi, tu vois, pour aller aussi dans l'esprit, justement, du ROI, de se rapprocher des associations qui sont des directeurs financiers, pour parler avec eux, et de faire aussi un croisement. Tu vois, là, j'espère que ça va aboutir. J'étais avec un journaliste tout à l'heure, là, pour évoquer un nouveau format et de dire, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire, c'est de faire rencontrer un DAF et un RSSI pour qu'ils apprennent à présenter un budget, tu vois. Ouais. Comment je présente un budget à un COMEX ? Parce que c'est encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris dans nos cursus et qui aujourd'hui sont très challengées. Et ça rejoint, tu vois, cette notion de ROI dont tu parlais. C'est pas que le RSI aujourd'hui, c'est que tout le type de management doit maintenant savoir présenter un budget. Alors qu'avant, c'était un peu plus, comme tu disais tout à l'heure, je viens, je demande un peu d'argent et ok, je fais ou non, tu fais pas, quoi. Et tu sais, il y a quelque chose, moi aussi, j'aime bien les vies ma vie. Okay, et se mettre à la place de l'autre. Et donc, moi, je me suis toujours aussi essayé de me placer à la place d'un dirigeant. Qu'est-ce qu'il attendait de son RSSI ? Tu vois, c'est hyper intéressant de savoir. Et moi, j'ai bien aimé, alors je ne me souviens plus de l'auteur et de la citation, par contre, je me souviens, mais je ne me souviens plus de l'origine de cette citation. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit, le chef d'entreprise, je considère, c'est que quelqu'un qui a 80% d'ennui et qui doit le transformer en opportunité. Et j'avais trouvé ça très vrai. Et je me suis dit, quand je me présente devant un COMEX, etc., je suis une source d'ennui complémentaire par rapport à un autre. Ouais. Et c'est pour ça que mon combat vers l'entre-soi me semblait important. C'est parce qu'on considère, et on a des événements cyber magiques, extraordinaires, toujours, les assises, le FIC, enfin bon, on peut en citer des centaines. Et chaque fois qu'on revient de ce truc-là, pour nous, le risque cyber, il n'y a que celui-là qui existe dans l'entreprise. Et donc, on se fait un peu des nœuds au cerveau. Et donc, après, on est un peu frustré quand nos COMEX nous regardent un peu de loin ou ne nous donnent pas l'argent qu'on aurait voulu, alors qu'on a entendu tous ces risques, toutes ces problématiques, toutes ces solutions qui sont possibles. Et pourtant, dans la réalité, dans un chef d'entreprise, on n'est qu'un risque parmi d'autres. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu apportes un problème. Exactement. Tu n'apportes pas forcément un truc qui va être constructif pour l'entreprise ou qui va faire grandir l'entreprise. Ou qui va rapporter de l'argent. Qui va rapporter de l'argent. Tu as un coût. Exactement. Et tu ramènes un problème. Tu dis, attention, on va se faire hacker. Voilà. Faut qu'on mette des barrières en place. Exactement. C'est un peu comme l'assureur. C'est un peu comme l'assureur. C'est une assurance, de toute façon, pour moi. Et donc voilà. Et donc, c'est aussi ça qui me semble aussi important de développer et donc d'aller chercher et de se rapprocher aussi vers ces métiers. Donc, encore une fois, marketing, com, etc. Et c'est pour ça que quand tu parles des écoles, ça me tient très à cœur parce qu'aujourd'hui, je travaille avec justement des jeunes qui sont en école de commerce. D'accord. Et j'ai la chance d'être dans une école de commerce qui offre un parcours cyber, donc 15 heures pour ses étudiants par an. On ne va pas en faire des génies de la cyber, mais l'idée, c'est de leur donner les concepts et surtout leur dire qu'il y a des gens comme nous qui existent et qu'il ne faut pas hésiter à aller les solliciter. Et je leur rappelle, moi, que dans la cyber, il y a 4 piliers sur un projet. Ouais. La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité. Et avec ça, ils doivent commencer à réfléchir sur leur projet et se faire accompagner sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent justement. Et quand on parle de disponibilité, il y a un concept qui est assez simple, mais on ne met pas les mêmes exigences partout parce que quand on n'a pas les mêmes besoins de disponibilité. Ouais, tout à fait. Donc tu parles de formation, super transition pour moi. Moi, je retiens une phrase que tu as dite, c'est dans entreprendre, il y a entreprendre, comprendre, apprendre, il y a prendre. Exactement. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle est vraie, et apprendre. Et du coup, ton mojo là-dessus, c'est je donne en retour. Exactement. Ce que j'ai pris, je le rends. Ouais. En fait, ça a été aussi une des motivations pour moi d'être le président du Clusif.
C'était en fait une façon pour moi de remercier cette magnifique communauté. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré des gens, et j'ai cité ces 2 personnes, mais je pourrais en citer des centaines. Et pour moi, tu vois, dans Inclusif, il y avait un espace, il y a l'espace RSSI, donc on se retrouve entre RSSI, on oublie un peu notre société, un peu notre fonction. Et c'est là où la thérapie de groupe joue son jeu. Ouais. Parce que on a tous des problèmes sur la sécurisation de l'AD, on a tous nos problèmes d'identification, on a tous le problème du patch management, enfin bon, bref. Et donc, cette communauté m'a tellement donné, mais que je me sentais justement obligé, à mon tour, de redonner quelque chose. Et cette transmission aussi sur la formation, c'est aussi ça. C'est d'essayer de convaincre. Et honnêtement, je suis assez fier. Maintenant, ça fait 6-7 ans que je donne ça. J'ai des étudiants qui me contactent toujours en me disant merci parce que vous m'avez inspiré, vous m'avez osé aussi ouvert les yeux. Ouais. Et tu prends des alternants également. Exactement. Ouais, j'ai actuellement un alternant supplémentaire. J'ai mon ancien alternant qu'on vient de recruter, donc je suis extrêmement fier de ça aussi. Et j'espère que ça va devenir mon adjoint, donc voilà. Je lui souhaite. Mais ouais, cette notion de, comme tu l'as dit, comprendre, enfin cette notion de prendre, à un moment il faut rendre. Et voilà. Et moi c'était quelque chose d'important et ça le reste encore. Voilà. Et là ces nouvelles orientations vers peut-être un peu plus justement les métiers, c'est peut-être une nouvelle opportunité de tourner une nouvelle page et d'aller un petit peu plus loin justement dans ces convictions, de trouver des nouveaux angles. Ok. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais souligner parce que c'est important. Je le rappelle toujours. Ce qui est bien dans ton podcast, c'est qu'il n'y a pas que des RSSI, il n'y a pas que des gens justement de la sécurité. C'est de s'entraîner. En fait, je pense que la prise de conscience avec l'entraînement, et tu parlais de la formation, et tu vois, quand on a été président, on a été aussi partenaire de la Sorbonne. C'est Paris... Nord, Sorbonne Paris Nord, avec Michel Séjean que je salue et qui a créé justement un module sur justement la gestion de crise. Et donc, le Clusif a participé, dont moi, pour justement dire les scénarios ou être observateur dans ces salles. Et dans son raisonnement et avec son équipe, ils ont quelque chose aussi, c'est d'aller plus loin. Quelque chose, moi, que j'avais déjà perçu, qui est de dire, aujourd'hui, l'exercice de gestion de crise incendie est obligatoire dans toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur. Ouais. La cyber, qui est un risque numéro 1, n'a rien. Donc voilà. Donc c'était aussi une de mes un de tes chevaux de bataille. Voilà, de mes chevaux de bataille pour essayer de voir et puis aussi de dire que ça devait devenir une cause nationale. Donc voilà. Mais je voulais y venir, c'est que quand on a fait ce travail, dans les réflexions, il y avait aussi de créer des nouvelles fonctions. On a un CERFIL, par exemple, au niveau de la gestion d'incendie. Et donc, c'était pourquoi pas réfléchir à des fonctions, justement, sur la gestion de crise cyber. Un référent de crise. Un référent de crise. Enfin, je ne sais pas, des choses, tu vois, même physiques. La personne qui va pouvoir aller accompagner pour les lits de camp, pour la nourriture, mais que ça soit déjà un peu défini en amont, avec des fonctions bien précises, et qu'on puisse s'entraîner sur ces choses-là. Oui, parce qu'en fait, si tu réponds à une attaque de malveillance, tu la résous pas en 5 minutes. Non. En général, c'est plutôt quelques jours. Si tout se passe bien. Si tu es bien entraîné. Et si tout est bien prêt. Exactement. Donc avec les backups qui sont bien présents, opérationnels, avec une restauration qui va bien se passer, comment on va repérer la faille, etc. Tout ça, c'est remonter tout ça ici, finalement. Ça se fait pas en claquant des doigts. Réussir à refaire partir la société, du coup. Exactement. Grâce à ça, c'est vraiment mettre du monde sur le champ de bataille. Et surtout que ça continue et que ça doit être remonté dans un temps record. Et surtout, si tu as une crise, en fait, il y a une grande partie des utilisateurs qui ne travaillent pas. Donc, en fait, c'est aussi d'utiliser cette force pour accompagner ou assister justement à des tâches. Les intégrer à l'effort de réouverture du service. Exactement. Pour que tout le monde soit coordonné. Voilà. Et je pense que là aussi, tu vois, je reprends ce discours que j'avais avec le journaliste. Tu vois, moi, je pense qu'il y a aussi des choses qu'il faut qu'on prenne de l'armée. Tu vois, l'armée se prépare sur le champ de bataille avec les ordres, avec justement cette notion de commande, cette notion de soldats qui exécutent des ordres. Voilà, peut-être qu'il y a des inspirations, pas forcément aussi strictes et ordonnées, mais
Je pense qu'il y a des méthodes et des façons de faire qui pourraient être intéressantes à prendre par rapport à ça, quoi. C'est intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne favorise pas suffisamment. On l'a extrêmement bien fait pendant les Jeux Olympiques. Il y a eu un partenariat public-privé extraordinaire pendant cette période et qui, depuis la fin des Jeux Olympiques, est en train de tomber parce que justement, on n'a plus de projet commun par rapport à ça. Là, il y avait un projet commun de nation et donc qui permettait justement de dire, voilà, il faut qu'on mette nos forces communes parce qu'on a un objectif. Et je pense qu'on a du mal à se projeter parce qu'on retombe dans notre quotidien. Est-ce que c'est pas lié aussi à la notoriété de l'événement qui fait que c'est un événement hyper international, vu par des milliards de personnes, et du coup, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On n'avait pas le droit à l'erreur, mais ça n'empêche que ça a mobilisé. Tu vois, moi, il y a deux choses qui, je pense aussi, mobilisent les gens. C'est le sport, et là, donc, les Jeux Olympiques, et la musique. La musique, quelle que soit la condition sociale, le milieu où tu viens, en fait, voilà. Tu racontes tout le monde. Ouais, moi, j'ai vécu un événement pendant les grèves, des grosses grèves de train. Je me suis retrouvé à Saint-Lazare. Je pense qu'il y avait entre 5 et 10 000 personnes qui étaient dans un brouhaha, etc. Et tu sais, c'était la période où ils commençaient à mettre les pianos à disposition. Donc, brouhaha interminable. Et il y a 2 personnes, ou 3 personnes, je ne sais plus, une personne qui s'est mise au piano, et il y a 2 personnes qui ont commencé à chanter, et tout le monde s'est tu. Et là, il y a eu un moment de magie, pendant quelques minutes, où tout le monde a oublié tout, ses problèmes, les problèmes tout ça rassemblé par la musique. Ouais. Et tu vois, ça m'a extrêmement marqué dans cette façon de voir les choses, quoi. Je pense qu'on va toucher vers la fin, là. Et j'ai envie de passer quand même un peu sur le moment grenadine, donc j'ai pas envie de perdre ce petit temps. Bien sûr. Juste un truc que j'ai envie de parler avec toi encore, c'est les défis, parce que tu parles de crise, les défis qui vont arriver et ce qu'on doit mettre en place pour y répondre. Tu as parlé de l'IA tout à l'heure, qui est un des enjeux. Moi, je vois aussi les crises géopolitiques qui arrivent, ou qui sont en place plutôt. J'en ai parlé avec Yves Pellemons la dernière fois, mais toi, quelle est ta vision là-dessus et qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour qu'on puisse avancer sans crainte au niveau sécurité? Moi, je suis un fervent de la défense et donc la gestion de crise. Je pense que c'est un élément, qui peut fédérer les gens parce qu'on peut tous avoir une utilité justement pendant une crise. Et je pense que ça a un intérêt collectif, tu vois, fort, et qu'on ne développe pas suffisamment dans les entreprises parce qu'on se dit, ouais, non, mais ça ne me touchera pas. Ou, non, mais moi, je n'ai pas besoin de m'entraîner parce que je sais faire, je connais, etc. Et on voit dans les exercices d'incendie, si on ne s'entraîne pas régulièrement, voilà. Et je pense que dans la gestion de crise cyber, c'est encore pire parce qu'on a des éléments techniques, on a des éléments de communication, on a des éléments de coordination qui sont bien plus complexes que juste la sécurité du bâtiment sur les choses. Et donc, l'entraînement, et tu parlais de conditions géopolitiques, et je pense que plus on va s'entraîner, justement, comment répondre, voilà, même prendre la parole aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment j'arrive à lutter. Je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais les messages de communication des derniers grands groupes là, qu'on a reçus quand on est client... c'est bizarre, hein. Bon, je pense qu'on peut s'améliorer. Voilà. En étant bienveillant, je pense qu'il y a des actes d'amélioration à faire et puis à marquer plus de transparence. Tu vois, ça aussi, c'est pas dans notre culture de dire, voilà, moi je me suis fait attaquer, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre vraiment et qu'est-ce que je m'engage. Et ça, je pense que ça aussi, c'est des cultures. Et plus on va s'entraîner, plus on va communiquer, plus on va s'entraîner sur ces choses-là. Moi, je pense que ça peut vraiment nous aider et donner encore une fois un sens commun à l'organisation. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'appartenance. Tu vois, je ne suis pas un grand militaire, mais ce que je trouve intéressant dans l'armée, c'est la notion de corps, la notion d'appartenance à un groupe avec des valeurs. Tu vois, mon frère a fait les 4 arts. Ok. Ça m'a marqué, moi, ce truc-là, parce que je ne connaissais pas. Moi, j'ai fait qu'une petite école de commerce, donc... Et quand mon frère est rentré dans cette école, mes parents ils m'ont raconté justement cette notion d'intronisation. Et on leur a dit, là, il n'y a plus de problème d'argent. En fait, il fait partie de la famille. Tu vois. Et aujourd'hui, on avait quelqu'un qui était un oncle, un vieil oncle, qui a demandé à voir mon frère parce qu'il était Khadza. Et
je ne sais pas si tu connais leur signe de reconnaissance, mais Non. ils ont une équerre, en Ok. fait, parce que c'est les premières années qui font aux secondes années, justement, cette équerre. Mhm. Et quand ils voient que la personne a une équerre, en fait, ils se tutoient. Et comme ils ont fait les mêmes enseignements, ils ont les mêmes valeurs, etc., ils se parlent comme si c'était des amis d'enfance et qu'ils se sont toujours connus. D'accord. Cette notion de corps, d'appartenance, voilà, et je pense que cette notion de culture de marque, tu vois, comme Orange Grenadine, je suis fier d'appartenir justement aux podcasteurs qui ont participé, tu vois, à ça. Merci. Ça contribue à dire, voilà, je suis fier de l'avoir fait et Ok. fier d'appartenir à ça. Et c'est aussi une des missions que j'ai essayé de créer. Je n'ai pas réussi à faire adhérer suffisamment, je trouve. C'est un petit axe d'amélioration aussi dans les choses, mais j'avais, tu vois, on parle du 15 DSI aussi. Il y a quelque chose qui sont vraiment réussis, tu vois, cette notion de pins, avec cette reconnaissance. Je connais que voilà, je suis membre du 15 DSI. Régulièrement, ils le rappellent et ils ont raison de le faire parce que en fait, à travers ça, on défend des valeurs communes. Et je ne viens pas seulement pour faire la fête, m'amuser, mais c'est aussi pour partager des valeurs, de l'entraide, de la connaissance. Et c'est pour ça que moi, je conseille aussi à tous ces gens de la sécurité d'appartenir à ces clubs, parce que le jour où on a un incident, en fait, on n'est jamais seul. Je conseille en fait à toutes ces personnes d'adhérer à un club, justement, pour en fait, ne pas se sentir seul. En fait, moi, j'ai vécu en 2018 ma première vraiment attaque. J'ai fait prendre la décision d'arrêter le système d'information. Et là, un grand moment de solitude. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je ne vais pas avoir des conséquences de cette décision sur les choses? Donc, tout le monde ensuite m'a fait confiance. Ça m'a rassuré. Mais au départ, et quand le début de la crise a commencé, tout s'est mal enchaîné. Ouais. Les prestataires, les personnes du groupe qui pouvaient m'aider, j'ai réussi à joindre personne. Et comme je ne voulais pas trop montrer que j'étais un peu faible, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appelé un membre du Clusif. Et c'est lui qui t'a aidé, accompagné? Et c'est lui qui m'a, toute la journée, envoyé des petits SMS. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il m'a envoyé des SMS sans attendre de réponse. Et s'il avait eu une réponse en disant, je lui avais envoyé un SOS, aide-moi, et là, il aura appelé la communauté pour qu'en fait, il y ait cette entraide. Mais parce que, justement, on appartient à une communauté, parce qu'on appartient à un club, parce qu'on a travaillé son réseau. Et il y a quelque chose juste que je voudrais finir, c'est qu'on a la chance en cybersécurité d'être dans un domaine où on peut échanger, et il faut échanger le maximum d'informations entre nous. Tu vois, contrairement à beaucoup de domaines où on est un peu obligé, pour des problèmes de stratégie ou etc., de garder en fait ces informations pour nous. Quand tu as des problèmes pour sécuriser ton AD, tu sais que tu n'es pas le seul. Donc, la manière dont le faire, plus tu vas la partager, plus tu vas avoir de la chance de le faire. Quoi. Ok, voilà. Super. Merci Benoît. Merci beaucoup à toi, Fabien. On va malheureusement s'arrêter là. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Tu veux un dernier mot de la fin rapidement? J'espère te revoir bientôt, là, peut-être dans un an et demi. On refera un petit bilan de tout ça. Voilà. Et ce sera avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Donc c'était Benoît Fuseau, RSSI de la CASDEN, qui va nous annoncer très prochainement, certainement sur le réseau, des bonnes nouvelles aussi pour lui. Et j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.